Et plus j'en apprenais, plus je réalisais qu'on m'avait menti. On nous apprend à aller à l'école, à obtenir un diplôme, à trouver un emploi, pour pouvoir ensuite trouver un emploi et gravir les échelons de l'entreprise. Mais les riches ne font pas ça. Les gens riches ne travaillent pas pour gravir les échelons de l'entreprise, ils travaillent au pour. Je pense qu'il faut avoir un rêve. L'école de la grandeur. Vraiment? Ouais. Veuillez accueillir Lois House. Quelle est la grande chose que vous souhaiteriez que tout le monde sache à propos de l'argent avant de commencer à en gagner? Oh, mec. Eh bien, cela revient, je suppose, à l'essentiel, car la plupart d'entre nous, moi y compris, je n'ai jamais rien enseigné, rien sur l'argent. On nous dit d'aller à l'école, d'obtenir un diplôme, de trouver un emploi, et maintenant vous comprenez. Et puis, ce qui arrive à la majorité des gens, c'est qu'ils se retrouvent fauchés. Vous finissez par avoir des difficultés financières et vous ne comprenez jamais pourquoi. La première chose est donc la suivante. Que souhaitez-vous accomplir financièrement dans votre vie? Et puis, vous devez sortir et le découvrir vous-même parce que malheureusement, l'école ne vous apprendra jamais ce genre de choses. Donc vous n'avez pas appris cela au lycée, à l'université du Michigan ou dans aucune école de droit qui ne vous a pas appris ce genre de choses. J'y suis allé, jusqu'au lycée. J'ai fait des études universitaires, j'ai fait des études supérieures d'1 an, puis j'ai fait des études de droit et je n'ai jamais rien appris sur l'argent. Je n'ai jamais rien appris sur la budgétisation. Je n'ai jamais rien appris sur la création de richesses. Je n'ai jamais rien appris sur l'investissement de mon argent, de l'argent, et je n'ai jamais rien appris sur les revenus passifs. Ouais, me voici aujourd'hui avec un diplôme en droit et je n'ai pas travaillé un seul jour en tant qu'avocat. Pourquoi pas? Eh bien, cela n'a pas de sens pour moi, financièrement, et ce n'est pas mon but. Donc, vous savez, j'ai grandi dans une maison indienne traditionnelle. Médecin? Avocat? Eh bien, pour moi, j'avais 2 options, médecin ou échec. Ce sont les 2 options qui s'offraient à moi. Mes parents sont des immigrants originaires d'un État indien appelé Pendjab. Et mes parents sont arrivés aux États-Unis avec très peu de choses. Et donc, vous savez, j'ai vu mes parents travailler d'arrache-pied chaque jour. Si mon père avait un samedi et un dimanche de congé, c'était considéré comme un long week-end. Et donc, je n'ai pas passé beaucoup de temps avec mes parents en grandissant et ils me disaient toujours que, vous savez, il faut sortir et réussir. Et j'étais entièrement d'accord parce que je voulais redonner à mes parents. Je voulais aider à les soutenir. Et je me suis dit, d'accord, si je veux réussir, je devrais suivre les étapes qui ont été indiquées pour réussir. Quelles sont ces étapes? Va à l'école, obtenez un bon diplôme, obtenez un bon travail. Pour moi, dans mon CA, c'était devenir médecin. Et c'est à ce moment-là, à l'université, que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Quelque chose ne va pas. Et c'est effectivement arrivé. J'étudiais pour entrer à la faculté de médecine. Et pendant mes études, j'ai commencé à lire d'autres livres sur les affaires et sur la finance. Et je me souviens de ça, j'étais à la bibliothèque en train d'étudier, et je suis allé sur Google, et j'ai recherché les personnes les plus riches d'Amérique. Et vous voyez des gens comme Steve Jobs, Warren Buffett, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Et je me disais, aucune de ces personnes n'est médecin. Aucune de ces 6 personnes n'a emprunté la voie traditionnelle qui consiste, vous savez, à obtenir un diplôme et à faire du bon travail. Est-ce que j'ai raté quelque chose? Parce que je pensais que si tu allais à l'école et obtenais un bon diplôme, tu pouvais gagner beaucoup d'argent. Et si vous travaillez plus dur à l'école et obtenez de meilleures notes, vous gagnerez encore plus d'argent. Je pensais donc que c'était directement lié. Vos notes, vos revenus. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à remettre les choses en question. Et j'ai réalisé, oh, peut-être que ce n'est pas bien. Et à mesure que vous commencez à descendre de plus en plus profondément dans le terrier du lapin, vous commencez à réaliser, oh mon Dieu, tout ce qu'on m'a dit est un mensonge. Et donc cela m'a en quelque sorte poussé dans tout ce douloureux voyage émotionnel d'apprentissage de l'argent. Apprendre l'entrepreneuriat, ce que signifie devenir riche et comment y parvenir réellement? D'accord, c'était donc en quelque sorte la phase initiale pour moi.
Et puis j'ai dû sortir et commencer à l'apprendre. Ouais, et la première vraie expérience pour moi, c'est que j'avais cette entreprise de planification d'événements que j'ai créée à l'université, et la raison pour laquelle j'ai commencé, c'est parce que quand j'étais au lycée, je travaillais dans des mariages indiens, donc j'ai fait la connaissance de beaucoup de DJ, n'est-ce pas? Et quand j'étais au lycée, CS DJ disait « Hé mec, tu connais beaucoup de gens au lycée, que diriez-vous d'organiser une fête entre adolescents pour vos amis du lycée ?» Je me disais « D'accord, c'est bien, tu sais, pourquoi pas ?» J'ai commencé cette petite entreprise de fête pour adolescents au lycée, et je vais à l'université. Je ne sais pas à quoi m'attendre, parce que mes parents ne sont pas allés à l'université ici. Je pense que tout le monde va à l'université pour étudier dur et devenir une grande vedette à l'université. J'arrive à l'université et tout le monde fait la fête. Ouais. Ils gaspillent l'argent qu'ils n'ont pas en alcool. Ils boivent. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Je n'aime pas cette scène de fête, mais j'ai besoin de quelque chose à faire le vendredi soir. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas simplement prendre cette affaire de fête entre adolescents que j'avais au lycée et l'amener à l'université? Et c'est ce que j'ai fait pendant ma première année. Et j'avais un peu d'argent de côté. Et je commence à lire ces livres d'affaires. Et chaque livre d'affaires disait que les gens riches investissent dans l'immobilier. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je ne connais aucun investisseur immobilier. Mes parents ne sont pas des investisseurs. Et donc je me suis dit, ok, si les gens riches investissent dans l'immobilier, je devrais peut-être investir dans l'immobilier. Et c'était juste après le krach de 2008 dans le Michigan, où l'immobilier a été extrêmement durement touché. Alors je me suis dit, d'accord, vous savez, j'aimerais investir dans l'immobilier. J'étudiais pour mon test d'admission à la faculté de médecine. Je commence à aller sur Google parce que je m'ennuie pendant que j'étudie pour cet examen. Je lis sur les personnes les plus riches de Forbes. Aucun d'eux n'est médecin. Aucun d'entre eux ne suit la voie traditionnelle. Et vous savez, j'ai cette idée de commencer à investir dans l'immobilier. J'ai donc commencé à chercher un bien immobilier entre mes sessions d'études. Et le 22 août, j'ai passé le test d'admission à la faculté de médecine. Le 23 août, j'ai clôturé mon premier investissement immobilier. Ouah, quel âge avais-tu? J'avais 19 ans. Sainte vache. C'était 8 000 $. Quel a été l'investissement? C'était le prix du condo. L'appartement coûtait 8 000. Comment as-tu trouvé un appartement pour 8 000? C'était juste après le krach de 2008. Ouah, tu l'as eu suite à une saisie ou quoi? C'était en CS de saisie. Ce même condo se vendait environ 150 000 quelques années auparavant. Allez, ouais. Et donc je suis entré. Il était en fait mis en vente à 8 400 $. J'ai fait une offre à 4 000. Ils sont descendus à 7 000 et j'essayais toujours de les faire baisser, mais ensuite ils ont dit qu'ils avaient une autre offre sur la table. Je ne voulais pas le perdre. Alors j'ai dit « Je te donne 8 000, n'est-ce pas ?» Je l'ai donc acheté pour 8 000. J'ai investi quelques milliers de dollars de travaux et je l'ai loué pour 600 par mois. Et maintenant, tout d'un coup, j'ai été époustouflé parce que j'avais en quelque sorte cette idée de ce qu'était l'entrepreneuriat. Je n'avais jamais entendu ce terme avant mon arrivée à l'université, mais je dirigeais cette entreprise d'organisation d'événements et je commence à en apprendre davantage sur ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. Et maintenant, j'avais ce condo qui me générait un revenu presque passif. Je dis presque parce que je faisais beaucoup d'erreurs au début. Mais maintenant, je me dis « Waouh, cette histoire d'investissement l'est. » Très unique, car je n'ai jamais appris cela à l'école. Mes professeurs ne m'ont jamais appris cela, mais pourquoi est-ce que je travaille si dur à l'école? Je veux dire, je veux devenir médecin pour pouvoir finalement gagner de l'argent. Maintenant, commençons par avoir ceci, vous savez, j'ai parlé d'un dilemme émotionnel. Pourquoi je deviens médecin? D'accord, je veux rendre mes parents heureux. Vrai, je veux réussir. Vrai. Est-ce que je veux vraiment être médecin? Peut-être. Et maintenant, je commence à remettre en question mes véritables croyances. Parce que si je deviens médecin, comment gagnerez-vous de l'argent en soignant les gens? J'ai en quelque sorte cet esprit d'entrepreneur et je veux réussir. Comment gagner plus d'argent en traitant plus de personnes? C'est donc comme si cela se heurtait à un dilemme.
Car si j'essaie de maximiser mes revenus en tant que médecin, je dois maximiser le nombre de patients que je vois. Peut-être que cela signifie que je ne peux pas donner la meilleure valeur possible à chaque patient individuel. Mais en tant qu'humain, je veux offrir le plus de valeur possible. Faire face à ce dilemme où je deviens peut-être médecin pour de mauvaises raisons. Intéressant. Et puis je transmets cette idée à mes parents. Je ne veux pas être médecin. Et ils disent « Absolument pas ». Mon père était en colère. Ma mère était furieuse. Il a fallu environ 1 an et demi à ma mère pour croire que son fils n'allait pas devenir médecin. Oh mec. Et je veux dire, quand je dis que c'était dur. Comme mes parents avaient dit à tous leurs amis, juste parce que je suis médecin. Oh waouh, vous n'en devenez pas un. Je ne vais pas le devenir maintenant. Je reçois des appels de ma famille en Inde. Je reçois des appels de ma famille de l'autre côté. Que fais-tu? Vous êtes exactement une honte pour votre famille. J'entends ça encore et encore, mais j'étais comme ce n'est pas pour moi. Et j'ai commencé à réaliser qu'il y avait plus à faire dans cette chose. Alors maintenant, j'ai commencé à suivre ce parcours d'éducation financière. Et plus j'apprenais, plus je réalisais que j'étais. On nous a appris à aller à l'école pour obtenir un diplôme et trouver un emploi afin de pouvoir ensuite trouver un emploi et gravir les échelons de l'entreprise. Mais les riches ne font pas ça. Les gens riches ne travaillent pas pour gravir les échelons de l'entreprise. Ils travaillent pour posséder l'échelle de l'entreprise. Je n'avais même pas réalisé que tu pouvais faire ça. Maintenant, vous pouvez gravir les échelons de l'entreprise et travailler pour en devenir propriétaire en même temps. Mais c'est un état d'esprit différent, n'est-ce pas? La plupart d'entre nous apprennent à obtenir ce diplôme pour pouvoir faire une chose: grimper les échelons de l'entreprise, gagner un salaire plus élevé. Mais si vous ne comptez que sur votre salaire, vous n'êtes qu'à un pas de la faillite. Parce que si vous perdez votre emploi, quelque chose vous arrive, vous ne pouvez pas travailler ou votre entreprise fait faillite. Vous avez perdu votre salaire et maintenant vous n'avez plus aucun revenu. Et maintenant, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez peut-être quelques économies pour vous aider à prendre soin de vous. Ou si vous n'avez pas économisé et que vous dépensez tout le temps pour des choses et que vous n'avez aucune épargne, alors vous êtes vraiment foutu. Ouais, vous vous endettez par carte de crédit et maintenant vous essayez de comprendre comment faire fonctionner les choses. Et à ce moment-là, il est trop tard. C'est là qu'il faut être proactif et maintenant je me dis que c'est fou. Pourquoi ne m'a-t-on jamais appris cela? On ne m'a jamais parlé de richesse. On ne m'a jamais appris à investir. On ne m'a jamais enseigné ce genre d'éducation financière, mais pourquoi ne nous l'enseigne-t-on pas? Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il était très rentable de maintenir les gens sans éducation financière. Il est rentable de maintenir les gens dans la pauvreté. Intéressant. Qu'est-ce que c'est? Selon vous, quel est le principal système qui maintient les gens dans la pauvreté? Ensuite, cela se résume à tellement de choses différentes. Les banques, profitez lorsque vous n'avez pas d'éducation financière, parce qu'ils vous permettront d'économiser de l'argent à la banque. Ils vous maintiendront dans l'endettement des consommateurs. Si les banques suivaient leur propre conseil, qui est d'économiser de l'argent, les banques perdraient de l'argent si vous déposiez 1 000 $ à la banque. L'argent que vous avez déposé est un passif pour la banque et un actif en quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Un passif est quelque chose qui enlève de l'argent de votre poche. Ainsi, lorsque la banque a votre argent, vous c'est un passif pour elle. Ils veulent s'en débarrasser le plus rapidement possible. Et pour ce faire, ils le prêtent parce que c'est un investissement pour la banque. Ils ne veulent pas conserver des liquidités, mais ils veulent que vous économisiez votre argent. Vous voulez à vous de leur donner de l'argent et de le laisser là, et qu'arrive-t-il à votre argent? Pendant qu'il est là, il perd de la valeur à cause de l'inflation chaque jour. Chaque jour où vous gardez votre argent à la banque, vous devenez plus pauvre. Chaque jour aujourd'hui, c'est drôle. J'ai fait une vidéo à ce sujet en 2016. C'était ma première vidéo à devenir virale. On l'appelait « Vous êtes assuré de faire faillite si vous faites cela » et je parlais d'une inflation de 2 à 3 %.
Si vous gardez votre argent à la banque, tu es fauché chaque jour. Maintenant, nous sommes à 8,5%. Et maintenant, les gens commencent à réaliser « Waouh, cette inflation est un vrai problème. » Et donc maintenant, lorsque vous gardez votre argent à la banque vous paie 0,01%. Peut-être 0,5% si vous avez de la chance et qu'il vous prête à 5%, 6%. Et donc la banque ne veut pas garder l'argent et les économies parce que c'est un passif pour elle. Elle veut que vous continuiez à dépenser de l'argent sur sa carte de crédit parce que maintenant ils gagneront 18 à 25% d'intérêt. Chaque fois que vous dépensez $1, waouh, les gouvernements veulent que vous soyez sans instruction financière. Parce que quand vous n'êtes pas instruit financièrement, devinez quoi? Vous êtes un employé et vous êtes un consommateur qui paie les impôts les plus élevés, les employés et les consommateurs. Tout le monde sait que les riches ne paient pas d'impôts. Cela met les gens en colère, mais souvent, nous ne comprenons pas pourquoi. Et nous nous mettons en colère contre les mauvaises choses et pour les mauvaises raisons. Ouais. Mais plus vous gagnez d'argent en tant que propriétaire d'entreprise, jusqu'à ce que vous deveniez ultra riche, j'ai l'impression que vous dépensez beaucoup d'impôts. Vous êtes l'homme. Et tu sais quoi? Et il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire légalement. Pour payer moins d'impôts, et il existe différentes manières d'investir votre argent pour payer moins d'impôts. Je vais donc vous donner quelques exemples. Commençons par cet évitement fiscal, et évasion fiscale sont deux mots similaires avec deux résultats très différents. C'est l'une des premières choses que vous apprenez dans les écoles de droit. L'évasion fiscale est illégale. Oui, tu vas en prison. Oui, l'évasion fiscale est légale. Et puis, vous êtes détesté pour cela. Mais c'est ainsi que cela fonctionne. Mais vous respectez les règles du système. Et si vous apprenez le code IRS, c'est le livre de règles. Et ceux qui comprennent les règles sont ceux qui ont l'argent nécessaire pour embaucher de bons comptables et de bons avocats. Mais vous n'êtes pas comptable. Mais avez-vous étudié le droit? J'ai beaucoup étudié le droit fiscal. Vraiment? Ouais. Et donc, ce qui se passe, c'est que les gens riches comprendront comment cela fonctionne, joueront dans ce système et paieront peu ou pas d'impôts. Quelles sont les 3 choses que les personnes qui gagnent un demi-million et plus devraient faire pour mieux éviter les impôts? Alors commençons par, disons, je vais supposer que vous avez soit une sorte de revenu propre, soit que vous êtes un arnaqueur secondaire, soit que vous êtes propriétaire d'une entreprise. Oui. Donc, si vous gagnez un demi-million de dollars, supposons que ce soit un profit. Vous êtes imposé sur le revenu. Donc, si vous retirez un salaire, il sera imposé. Maintenant, la question est, qu'est-ce qu'une déduction fiscale? La meilleure question est de savoir comment faire de quelque chose une déduction fiscale, car tout peut être une déduction fiscale, si vous savez comment en faire une déduction. C'est donc la question que vous devez vous poser, car si vous n'avez pas de revenus, vous n'avez pas de revenus. Je n'ai pas de taxes, n'est-ce pas?